En description de cet épisode, un hors-série, donc plus sérieux que d'habitude et aussi un peu plus long. Pour le coup, vous trouverez en description donc de cette vidéo le lien vers deux émissions que j'ai enregistrées récemment. La première est un débat sur la chaîne Le Crayon avec Antoine Léaumont de la France Insoumise. On a essayé de mettre de côté nos désaccords politiques pour se poser des questions et discuter d'une façon qui, je pense, devrait être plus représentative de la façon dont discutent des gens qui ne partagent pas toujours les mêmes convictions politiques. Et en deuxième vidéo, tout simplement, une petite interview entre amis avec Éric Morillo des Incorrectibles. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode hors série qui vient un petit peu bouleverser le planning que j'avais prévu et je retourne aux autres épisodes. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai écrit et rédigé très rapidement parce que j'étais un peu sur le cul de cette sortie de Macron. A tout de suite. Oh, je suis pas content, il y a Macron qui veut emmerder les gens. Oui, il veut emmerder les gens. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, dans une interview hier, comme ça, sorti de nulle part, dans le Parisien, notre président, même si j'ai encore du mal à l'appeler comme ça, a déclaré vouloir emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Alors ça peut paraître délirant comme ça à première vue, histoire que on soit bien sûr d'être sur la planète Terre, on va quand même le lire ensemble. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. C'est bizarre, j'ai l'impression que dans pas longtemps, tu vas nous faire un combo des deux. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés, en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, sondage source Evian, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. C'est pas les gilets jaunes qui étaient réfractaires. Copyright, merde. Tu vois que dans pas longtemps, ils vont être factieux en plus. Merde, ils vont tout nous prendre. Celle-là, comment on l'a réduit? Ah, bonne question donc. On l'a réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. C'est bien de nous apprendre des trucs. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Excuse-moi, pose caca, je fais une pause rapide, mais à quel moment tu pestes contre l'administration? C'est vrai? T'as appelé le service après-vente? Ils vont m'entendre chez Decathlon. Non mais, t'es président, fils de pute. À aucun moment tu pestes, en fait. À tous les moments, normalement, tu leur fais une Vladimir Poutine. Reprenons, bref. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire. Ah, ça veut dire que vous le faites déjà, ça. Non, mais on compte les points pour le procès qui n'aura jamais lieu jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Donc, du coup, histoire qu'on soit bien d'accord, là, c'est pas la fachosphère, là. Là, c'est pas Idriss Aberkan, là, c'est pas Didier Raoult ou Francis Lalanne. D'accord? Là, c'est un président en exercice qui vient factuellement de dire qu'il allait emmerder jusqu'au bout environ 5 millions de personnes donc, qui vivent sur son territoire, alors que ces gens, concrètement, vous savez, du point de vue du truc du, putain, j'espère que vous en souvenez, l'état de droit, qui du point de vue de l'état de droit, n'ont concrètement et factuellement transgressé aucune loi existante. Ça s'appelle une tyrannie. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. C'est bien, au moins on a la réponse de tous les débats télé qu'on a depuis 4 ans, là, comme ça, à 3 mois de la fin. C'est vrai, les derniers épisodes risquent d'être un petit peu chiants, mais au moins maintenant on est au courant. Ben non, mais Emmanuel Macron dit dans cette même interview que les non-vaccinés sont des irresponsables et que les irresponsables ne sont pas des citoyens. C'est-à-dire que là, ça fait des années, depuis les Gilets jaunes, que on a des débats entre des gens plus ou moins engagés et des clowns de la République en marche, là, des Playmobil, comme dirait l'autre, qui sont en train de dire, écoutez, non, je vous permets pas de dire qu'il y a deux catégories de citoyens. C'est pas, et les autres sont là, si, il y a deux catégories de citoyens. Donc, ouais. Mais là, Macron, en fait, il a répondu à tout le monde. Il n'y a pas deux catégories de citoyens. Il y a des citoyens et il y a des non-citoyens. Non, ils sont pas du tout en fait. Là, vous êtes fait des films, même les pessimistes étaient optimistes quelque part. Non, ils sont pas citoyens. Le paradoxe absolu du progressisme totalitaire en marche. Ce pays fascinant et merveilleux qui refusera jusqu'au bout la déchéance de nationalité, mais appliquera sans vergogne la déchéance de citoyenneté. Une première depuis la Grèce antique. C'est vrai qu'on avait bien senti qu'il avait un côté grec, Emmanuel Macron. Ah, qu'elle est paradoxale, cette France en ce moment, cette France qui soigne à raison, diront certains, et j'en fais partie d'ailleurs, les voleurs, les violeurs, les tueurs, les terroristes même. Mais par contre, jamais un non-vacciné, peut-on lire, à l'entrée de plus en plus de salles d'attente,
de gens qui pourtant ont prêté serment de soigner les autres. Ça commence à faire beaucoup de divisions, moi je trouve, entre les gens, non? Entre les gilets jaunes factieux, les musulmans séparatistes, les infirmiers séditieux, les étudiants assistés, les salariés illettrés, les gaulois réfractaires et les chômeurs qui ne sont rien, ça va être compliqué d'en trouver une nouvelle avant la fin. Heureusement que c'est dans 3 mois. Et si tu sais pas quoi en foutre de ces 3 mois, Jupiter, et que t'as vraiment toujours l'insoutenable envie d'aller faire chier des gens, je te conseille d'aller emmerder les exilés fiscaux, par exemple. Ah, je sais, ça fait jamais du bien de faire du mal à des amis, mais au bout d'un moment, on en est à 80 à 100 milliards d'euros par an qui nous prennent, hein, qu'on pourrait par exemple, je sais pas, investir dans l'hôpital. Alors je suis désolé d'être un peu rageux pour ce caca, mais je veux dire là t'es quand même en train de doublement me piquer mon taf quoi. Déjà vous m'en avez piqué un, vous venez de me piquer le deuxième, donc ouais je l'ai mauvaise. Bah je suis désolé, moi j'ai 2 fonctions hein, factuellement depuis des années maintenant. C'est un, de faire rire les gens avec la politique. Bon là, voilà, entre vous et moi c'est même plus de la concurrence déloyale à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi je suis un paysan du Doubs, vous êtes Intermarché, je suis baisé. Et deuxième fonction, je me suis dit, bon c'est pas grave, éventuellement je vais rester sur mon deuxième métier qui consiste quand même à essayer d'expliquer aux gens à quel point ce président est un tyran sadique dont le règne politique est factuellement dans l'illégalité. Bah, il vient publiquement de le déclarer là. Ah bah, je suis désolé. Le mec il dit, moi je... Déjà, pour commencer, parce que voilà, mais bon, c'est pas grave, président enfant. Moi, je veux emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Donc c'est une démarche volontariste, c'est volontaire. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. On est très bien, on est d'accord là-dessus. Le petit problème, justement, au niveau de tout ce qui est l'égalité, article 5, bah de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle qui est en préambule de notre Constitution, que notre président doit donc respecter s'il veut pouvoir se garantir d'une légitimité démocratique. Article 5 qui en l'occurrence est très clair, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Donc voilà, c'est un tyran, factuellement, et un mauvais tyran. Car le tyran, en règle générale, essaye de voter un cadre légal, ou de se prémunir d'un cadre légal, qui lui permet de stigmatiser toute ou partie de sa population. Lui, c'est encore pire. Il arrive et te dit, je m'en bats les couilles. Littéralement, je m'en tartine. Alors vous vous en doutez, hein, une partie de la Macronie, qu'elle soit encartée ou lobotomisée intellectuellement, est venue à la rescousse de notre leader suprême, a défendu ces propos d'Emmanuel Macron, ou en tout cas a tenté de les minimiser. Alors on va parler de tous ces gens en vrac. Hein. Alors tout d'abord, il y a tous ceux qui nous ont dit, mais non, mais vous n'avez rien compris. Emmanuel Macron est machiavélique. Oui, n'oubliez pas qu'il a fait son mémoire sur Machiavel. Ah, il applique avec précision une pensée. Ah, donc maintenant, en fait, en France, on dit plus enculer les gens, on dit être philosophe. Sauf que pas de bol, bande de glands, le machiavélisme, ce n'est pas le sadisme. Et ce n'est pas l'irrespect vis-à-vis de l'état de droit. En taxant une partie de sa population d'irresponsables qui, je le cite toujours, sape la solidarité de la nation et menace la liberté des autres, au point de ne plus mériter d'être considérés comme des citoyens, Emmanuel Macron adopte une attitude à la fois méprisante et violente, à l'encontre de ces supposés 10% de la population qui ne sont toujours pas totalement vaccinés contre la Covid-19, prenant également le risque de choquer tous ceux qui, pourtant favorables ordinairement à sa politique sanitaire, considèrent qu'un chef de l'État ne devrait absolument pas parler comme ça. Alors ces gens, c'est amusant d'ailleurs, ils ont été comptabilisés par BFM TV, qui nous a balancé un sondage selon lequel 53% des Français seraient choqués par les propos d'Emmanuel Macron. What? Pardon, de quoi? Alors, 2 options. Soit faut vraiment que je me tire de ce pays de dingue, soit vous vous foutez vraiment de la gueule du monde au niveau des chiffres. 1 Français sur 2. Il y a vraiment que 1 Français sur 2 que ça choque, ça. Mais il vous faut quoi, les gens? Je veux dire, au bout d'un moment. Parce que c'est ça qui me fait peur, moi, personnellement. Faut que l'autre, il allume son micro, il se 1, 2, 1, 2. Française, Français, je vais enculer vos femmes et manger vos pastèques. Ou l'inverse, je sais pas. Là, peut-être, il y aura un souci, ou je veux dire, ça se passe comment? Bref, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron semble avoir oublié la grande leçon de Machiavel, pour qui les 2 écueils dont le prince doit absolument se préserver, s'il veut conserver le pouvoir, je crois que c'est un petit peu ton but, sont justement la haine et le mépris. Donc du coup, pour ce caca, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est qu'on va rattraper légèrement le retard. Voilà, donc j'ai pris... Non, t'inquiète, c'est l'essentiel, hein, parce que c'est le prince de Machiavel. Voilà, donc c'est le chapitre 19, hein, en l'occurrence. Normalement, t'auras dû voir ça en terminale. Hein. Je sais pas ce que tu foutais en cours de... Si, j'ai une idée, mais bref, c'est pas grave, on va... Voilà, donc c'est maintenant. Ah ben, il fallait bosser, hein, voilà. Donc du coup, alors, la date, 1513, on note dans son cahier de correspondance. Voilà, donc ce chapitre, le chapitre 19, extrêmement important, puisqu'il se donne pour tâche d'examiner comment on acquiert, hein, ça tu l'as fait, c'est bon, on se maintient, et comment on perd le pouvoir, spécialement quand on est un prince nouveau. C'est toi ça, si,
T'es nouveau, Manu, t'es nouveau de tout, t'as encore du Kiri, là, fais pas chier ta mère. Donc, du coup, de la manière de fuir le mépris et la haine. Non, je vais pas te le faire en entier, ça fait 40 pages, c'est un des chapitres les plus longs du bouquin, c'est normal, c'est le plus important. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pour se préserver des projets de conspiration qui ne manqueront pas de surgir en cas d'attitude négative de ta part, je le précise, de la part de tes adversaires ou de tes ennemis, à l'intérieur comme au dehors. Si, t'es en plein dedans, Manu, arrête. T'es complètement parano. T'es enfermé avec Alexis Keller dans les jupons de Brigitte. Tu t'aides Alexis pour savoir quoi faire. Même Blachier est à lâcher. Je veux dire, t'es en conseil de défense restreint sanitaire tous les 3 jours. T'es là, t'es complètement fou. Je veux dire, t'es en plein dedans. Donc c'est pour toi ça. Voilà, donc le prince doit penser à fuir les choses qui peuvent le rendre odieux ou méprisable. T'as des efforts à faire là-dessus. Toutes les fois qu'il aura fui cela, il aura rempli son rôle et il ne trouvera aucun péril dans les autres mauvais renoms. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des gens, par exemple, qui te griment en maréchal Pétain à l'entrée des villes ou en slip kangourou, tu vois, pour adapter à l'époque moderne. Ce qui le rend méprisable, Manu, c'est très important, parce que là, c'est le diagnostic de ta maladie, c'est d'être jugé changeant, t'es changeant, léger, t'es léger, efféminé, allez, 2022, pusillanime, t'as de la chance que je sache pas ce que ça veut dire, et irrésolu. Non, ben là je crois que t'as le bingo complet. Alors c'est bien beau Manu d'essayer de nous faire du cosplay de Pompidou en reprenant sa phrase « Je ne veux pas emmerder les Français », mais j'ai vraiment l'impression que t'es surtout en train de nous faire un remake totalement éco-plus du Général de Gaulle avec en plus une énorme erreur de traduction. Alors continuons notre petit tour d'horizon de ceux et celles de ceux-là, tu vois, j'aurais gagné du temps, qui ont défendu notre leader suprême sur les réseaux sociaux. Et on va commencer bien sûr par l'irremplaçable Gilles Clavreul. Alors lui, qui nous prouve une fois de plus qu'il est vraiment définitivement, rôlistiquement parlant, le meilleur cosplay de France. Du petit fonctionnaire vichiste. C'est incroyable. Tu lui rajoutes juste la gabardine de Colombo et le chapeau et on est bon. C'est une parole claire, nette, qui ne louvoie pas, et qui pointe les responsabilités là où elles se trouvent. Et c'est très bien ainsi. Ah oui, mon Gilou, mais le problème de la responsabilité, c'est qu'en général, pour l'invoquer chez les autres, il faut commencer à se l'appliquer soi-même. Et la première responsabilité, justement, d'un président en exercice, c'est d'assumer sa politique. Et c'est là le plus gros scandale de toute cette histoire. Et on va prendre 2 secondes pour en parler un peu sérieusement. C'est que, en réalité, Emmanuel Macron va emmerder des gens, illégalement donc, mais par lâcheté. Parce qu'il le confesse lui-même, il n'y aura jamais de loi visant à obliger les gens à la vaccination. Sauf que personne ne dit pourquoi. Parce que Emmanuel Macron est une poule mouillée, qui a peur de 2 choses, les conséquences juridiques et les conséquences pécuniaires. Juridiques, car ce gouvernement a concrètement peur d'être jugé un jour devant les instances institutionnelles des droits de l'homme, à tel point qu'il a classé secret défense pour 50 ans l'ensemble des décisions qu'il a prises pendant cette crise. Et juridiquement, parce qu'Emmanuel Macron sait que, contrairement à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays, à la seconde où il prononcerait la vaccination obligatoire, il tomberait immédiatement sous le coup de la loi du général de Gaulle du 1er juillet 64, qui sanctuarise le principe de réparation systématique de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire. Ça signifie que s'il y a la moindre personne, et il y en a, qui présente des effets secondaires conséquents à la vaccination, eh bien, le gouvernement serait dans l'obligation légale de lui verser une forte somme d'argent en réparation. Même si son risque était moralement justifié et que ce gouvernement avait agi dans le respect absolu de l'éthique, de la morale et de la loi. C'est pas la question. Même si le gouvernement n'a pas mal agi, une personne qui a des effets secondaires, hop, le gouvernement est obligé de payer. C'est dans la loi, c'est la loi de 64. Et le gouvernement ne veut pas de cela. Et le plus cynique dans l'histoire, c'est que vous étiez tellement confiant que vous n'auriez jamais un jour à affronter ce genre de situation qu'en 2004, vous avez confié justement l'administration, le contrôle de ces indemnités à verser à un organisme indépendant. C'est encore plus drôle parce que vous dites, bon, on va tellement pas déconner là-dessus que pour une fois, on peut demander à des personnes neutres de le faire à notre place, tu vois. C'est pas de bol.
Alors il y en a un autre qui est venu bien évidemment défendre notre leader suprême, sinon le casting du foutage de gueule n'est jamais complet, c'est Christophe Castaner, qui est venu tout seul comme un grand pour défendre notre leader suprême. Selon lui, Emmanuel Macron porte une parole que beaucoup de Français partagent. Ah, mais là, il va y avoir un petit problème, mon Cricri, c'est que vous... Je te permets, je t'appelle Cricri. Non, à cause des hurlements de gilets jaunes que t'as rien à voir avec Hélène et les garçons. Donc du coup, Cricri, ce qui se passe, c'est que vous passez votre temps à justifier votre action politique par le caractère représentatif de l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la liberté de faire à peu près ce que vous voulez parce que le Parlement est à vous. Mais vous traduisez ça, c'est le jeu de la démocratie, par le fait de... Le Parlement étant représentatif du peuple, vu que le Parlement est de notre côté, le peuple est de notre côté. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, on s'en bat les couilles, que ce soit une parole qui soit portée par beaucoup de Français. 53 visiblement, même en truquant à fond les sondages, on n'arrive qu'à ça. On s'en fout du coup, puisque la question importante, c'est qu'est-ce que pense le Parlement, puisque nous ne sommes pas des démagogues. En plein examen sur le projet de loi du pass vaccinal, le gouvernement tente de poursuivre les débats. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous n'y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien parler, je voulais être sûr que la réponse était attendue. Mais doit finalement se résoudre à défendre les propos du chef de l'État. Pardonnez-moi, je ne rentrerai pas dans des débats sémantiques, je vous renverrai volontiers, mesdames et messieurs les députés de la droite, à la formule du président Pompidou qui n'a choqué personne à l'époque et qui est une formule qui est même rentrée dans les mœurs des Français. Les débats ont été de qualité cet après-midi, nous avons trouvé des consensus. Et nous continuerons de travailler dans cette harmonie. Encore une fois, les Français nous regardent. Merci. Mais quelques minutes plus tard... Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Les débats relatifs au projet de loi sur le pass vaccinal ont de nouveau été suspendus à l'Assemblée nationale. Alors bien sûr, il a fini par voter le texte, mais à l'Assemblée nationale... ça a gueulé de toutes parts. Et puisque je te tiens, Casta, et que je sens que tu es vraiment la personne avec qui il faut parler de droit à la démocratie, du coup, votre deuxième légitimité, enfin votre deuxième argument qui vous rendrait légitime, c'est de dire que vous avez eu l'aval du Conseil d'État en première instance, que le Conseil d'État est derrière vous, que les juges du Conseil d'État ont trouvé que c'était bon, tranquille. Ok, d'accord. Alors, du coup, on est d'accord que depuis cette déclaration d'Emmanuel Macron, l'avis du Conseil d'État qui en premier lieu a autorisé le pass vaccinal ne tient plus. Bah oui, parce que personne ne l'a lu le texte, mais l'article 13 était pourtant très très clair au départ. Le pass vaccinal a été validé éthiquement par le Conseil d'État uniquement à la condition que celui-ci ne constitue pas ne serait-ce qu'une incitation à la vaccination, mais qu'il soit en lui-même une mesure sanitaire indépendamment. Et là, c'est même plus que c'est une incitation, c'est que c'est un mec qui te dit « je vais volontairement aller emmerder des non-vaccinés » et c'est même plus un pass sanitaire, c'est un pass vaccinal. Donc là, je suis désolé, vous ne pouvez plus vous targuer d'être dans le respect des principes fondateurs de nos institutions. Vous les avez entubés, le Conseil d'État. Vous leur avez présenté le texte au départ comme une mesure sanitaire et non pas une mesure d'incitation à la vaccination. Alors qu'en réalité, ça en était une. Vous vous êtes foutu de leur gueule parce que vous saviez très bien que si vous ne disiez pas ça dans vos éléments de communication, ils ne valideraient jamais le truc. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Conseil d'État a annoncé être réservé quant à l'efficacité du pass sanitaire au mois de décembre. Ils sont réservés, le Conseil d'État. Oui, ils sont réservés. C'est des gens, tu sais, c'est des gens très polis, le Conseil d'État, c'est des gens très vieux, très prout-prout, c'est le doigt levé, c'est jamais d'esclandre, tu vois. Le Conseil d'État, tu les encules, ils sont réservés. Ah, je suis réservé, je sais pas. Tu vois, niveau inoffensif et pacifiste, Jésus en PLS. Et le comble du cynisme dans toute cette histoire provient probablement de l'irremplaçable Aurore Berger, toujours là pour porter la bonne parole de la connerie humaine. Alors, elle l'a balancé il n'y a pas longtemps, désolé pour la qualité de l'image. Mais était-ce le meilleur moment pour cette déclaration en plein débat parlementaire, justement? Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas normalement d'émission du président de la République ou d'interview au cœur du débat parlementaire, puisqu'on était supposé avoir fini si on n'avait pas eu cette première manœuvre dilatoire hier. D'accord. Donc là, la meuf, en fait, elle nous dit concrètement « On est désolé. Alors, on avait prévu de vous insulter comme les dernières des souillures. » Après le vote, non, on voulait pas vous influencer dans le mauvais sens, je vous jure. Si on avait su que ça aurait pu vous froisser avant qu'on ait réussi à faire passer notre loi, je vous jure, on l'aurait jamais fait. Vraiment, on est désolé pour le timing. C'est le niveau New Game Plus du foutage de gueule.
Alors après, c'est vrai que, bon, je dis foutage de gueule, mais c'est toujours le problème avec Aurore Berger, c'est qu'on est à un tel niveau de QI négatif que tu sais jamais si c'est du cynisme, c'est-à-dire l'expression volontaire et manifeste d'une méchanceté politique, ou juste de la connerie humaine. Voilà. Et étant donné la gueule de sa dernière déclaration sur le Covid, j'ai des doutes. Alors tout partait d'une question simple d'une internaute, pleine de bon sens, que nous sommes nombreux à avoir perdu. Finalement, la seule question qu'on devrait se poser, c'est après tout cela, combien de lits de réa ont été créés? Réponse d'Aurore Berger, franchement non. Bon, déjà c'est bizarre. Plus de lits de réanimation, ce sont plus de personnes intubées, sous respirateur, plus de décès, plus de séquelles graves à vie. Notre enjeu collectif, c'est que le moins de personnes possible aient besoin d'aller en réanimation. Moi, je vais les chaussures. Alors attention, il faut rester calme, très clairement. Il faut rester calme parce que je crois sincèrement que le but manifeste de tout ça est d'attiser la violence au sein de la population, réellement. Et je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'il faut arrêter de gueuler par contre la montée du complotisme parce que là vous l'avez favorisé. Moi, je vous dis là qu'une personne qui vient en face de moi et qui me dit « Ce gouvernement est volontairement en train d'essayer de pousser ce pays à la guerre civile avant les élections pour justifier une prise de pouvoir et se maintenir en place », je ne mettrai pas ça au vu de la personnalité, de l'action politique d'Emmanuel Macron dans la catégorie du complotisme ou du délirant. Certainement pas dans la catégorie du fait avéré, mais certainement pas dans la catégorie de quelque chose qu'on pourrait estimer être une analyse politique délirante. Alors à titre personnel, ce que je pense de tout ça, c'est que nous sommes maintenant dans un régime qui a ouvertement affiché publiquement son caractère illégal, donc il faut en assumer les responsabilités qui en découlent. Et moi, le mec, je pense qu'au bout d'un moment, il nous l'a demandé en plus qu'on aille le chercher. Je pense qu'il va falloir quand même se mettre en marche, mais vraiment, là, pour le coup, et y aller. Hein, et je ne fais que respecter la loi en disant ça. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Non, mais je suis au courant, c'est pas encore un dictateur. Mais là, quand même, il y a les prémices. Hein, tu vois, si on commence à découvrir une peinture ou deux de clébard dans la baraque, là, moi, je passe en mode preemptive strike. Voilà, je pense qu'il faut qu'on agisse avant. Preemptive strike. Il faut te W la gueule. Il faut vraiment qu'on te W la gueule. Je sais, t'as rien fait encore. Mais c'est comme dans le film avec Tom Cruise. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Après, t'inquiète, hein, pose caca. C'est preemptive strike, mais c'est chirurgical. Ah, vraiment, c'est que pour ta gueule. On va viser juste. Enfin, on va viser juste. T'as bien compris qu'on n'était pas à l'abri d'un petit coup de tondeuse sur Brigitte ou Gabriel Attal. Voilà, mais sinon, normalement, il n'y aura pas trop de dégâts. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On connaît enfin, et la transparence ça fait toujours plaisir en ces heures sombres, eh bien le salaire officiel de notre youtubeur préféré, je parle bien évidemment d'Emmanuel Macron, notre youtubeur dictateur, hein, on peut tout faire aujourd'hui, on peut tout faire, aurait donc gagné, c'est officiel, eh bien un peu plus d'1 million d'euros de revenus personnels depuis 2017, je pense qu'on peut l'applaudir tous ensemble. Hein, non, bah là par contre on applaudit. Ah bah forcément, je vous sens venir quoi, sous prétexte que l'autre, hein, c'est un dictateur, on va tout lui reprocher, c'est ça? Ah bah bravo les amalgames. Ah bah non mais je suis désolé, attends, la fortune des 10% les plus riches de ce pays a doublé sous le quinquennat Macron. On a maintenant des statistiques qui n'ont absolument plus aucun sens logique. Quand tu compares ce qu'a gagné Emmanuel Macron avec ce qu'ont gagné sous son quinquennat ses amis proches, de façon pas toujours légale, ah, je suis désolé, en matière de part du gâteau, je trouve que notre président a été humble. Oui, humble. Comme quoi, on a un président tyran, mais un vrai président de gauche. Je suis pas content!